Donc, bonjour à tous, merci de votre ponctualité et de vos connexions. Nous allons commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à ce premier webinaire qui fait partie d'un cycle que la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne a travaillé pour cette année 2023, un cycle en lien avec les marchés de l'énergie. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les sujets avec Mélissa et avec nos partenaires GRDF et Opéra Énergie sur les sujets donc, du gaz, du prix du gaz et de l'électricité. Un petit point, donc je m'appelle Gaëlle Dupuis, je suis responsable business développement à la Chambre de commerce. Un petit point sur les modalités pratiques. Pour l'instant, vous avez tous vos micros éteints afin que tout le monde ait une écoute optimale. Les questions sont évidemment possibles durant tout le déroulé du webinaire via la rubrique questions auxquelles vous avez accès dans le webinaire. Et évidemment, il y aura un temps d'échange qui est prévu en fin de session. Ce webinaire est prévu pour une durée totale d'1 heure. Le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay, en l'occurrence sur YouTube. À la fin de ce webinaire, vous aurez accès à un questionnaire de satisfaction en lien avec les modalités pratiques et les sujets que nous allons aborder. Le déroulé de ce webinaire, nous allons parler de la contextualisation de la crise énergétique que nous connaissons. Il y aura évidemment un point d'information sur les marchés de l'énergie. L'idée est que vous puissiez comprendre les grandes masses qui constituent les prix de l'énergie, du gaz et de l'électricité. Il y aura effectivement ensuite un temps de questions et réponses. Je vais laisser les spécialistes se présenter. Tout d'abord, Mélissa. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Mélissa Lacroix. Je suis conseillère en environnement et en ce moment un peu plus spécialisée sur le sujet de l'énergie, donc à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Merci Mélissa. Peut-être Jean-Sébastien. Oui, bonjour à tous. Je suis Jean-Sébastien Debout. Je suis le cofondateur et président d'Opéra Énergie. Opéra Énergie, nous aidons les entreprises à choisir le bon contrat de gaz ou d'électricité. Nous sommes courtiers en énergie, basés à Lyon. Et enfin, merci Jean-Sébastien. Et enfin Pierre-Maël qui va prendre la suite du déroulé. Donc Pierre-Maël Gora, GRDF, je suis ingénieur efficacité énergétique et à la base je suis thermicien du bâtiment, je travaille plutôt avec les bureaux d'études thermiques et fluides. Donc Pierre-Maël, tu as la main maintenant sur les slides. Effectivement. Je te laisse. Parfait, j'ai quelques secondes de retard mais c'est pas très grave. Donc l'idée avant de parler du prix des énergies, que ce soit en gaz et électricité, c'est quand même un petit peu de placer le contexte et de remettre un petit peu les chiffres où ils sont. Parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et des fois, et surtout depuis la crise russo-ukrainienne, on entend beaucoup de choses. Et donc déjà, la première question, c'est comment consomme-t-on le gaz en France? On va commencer par le gaz. Alors, à savoir, à droite, on a deux histogrammes qui représentent la consommation en énergie primaire et en énergie finale en France en 2020. Donc, ce sont toutes consommations énergétiques prises en compte. Donc, également, le pétrole qui est transformé ensuite en essence, en diesel pour la mobilité, le charbon, tout. Et quand on regarde en énergie finale, la part du gaz représente 21%. On va dire 1/5 de l'énergie consommée en France vient du gaz. Ensuite, la question se pose, d'où vient ce gaz et notamment quel a été l'impact du gaz russe, ou en tout cas le fait qu'il y ait de moins en moins de gaz russe en France. Eh ben, le gaz russe représentait du moins 17% du gaz qui était apporté en France. Donc, quand à la suite de la crise russo-ukrainienne, on s'est un petit peu tous alarmés, on a entendu un peu partout les messages de attention, on n'aura plus de gaz, c'est à relativiser puisque ça représente 1/5 de la consommation en France. Donc dit autrement, c'est 4% de la consommation énergétique de France qui venait de la Russie d'un point de vue gaz, donc ce n'est pas non plus beaucoup. Pour donner un exemple, on va prendre l'Allemagne qui est souvent aussi citée. L'Allemagne dépendait de 55% de son gaz qui venait de la Russie. Donc eux, forcément, étaient un peu plus impactés. Et plus on allait vers les pays de l'Europe de l'Est, plus ce pourcentage montait avec certains pays qui dépendaient à 100% du gaz russe. Et une des réponses pour pallier à ce manque de gaz, j'y viendrai après, mais une des réponses, ce sont bien entendu les gaz verts, puisque à terme, on envisage d'avoir
20 à 30% de gaz vert en 2030 et même 100% de gaz vert en 2050. Donc on pourra être totalement indépendant et produire nous-mêmes notre propre gaz. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail comment ce gaz est consommé en France. Donc, à peu près les 2/3 du gaz est consommé, on va dire, dans le bâtiment au sens large. Donc, ça représente 11 millions de consommateurs, que ce soit des particuliers, du tertiaire, public ou privé, mais également des entreprises ou des industriels. On a un petit tiers qui représente la consommation directe des industries, que ce soit pour un usage chaleur ou pour un usage direct de la molécule, du CH4, par exemple dans la chimie et la pharmaceutique. Et on a un petit 10% qui est utilisé pour la production électrique d'un point de vue national. Alors attention, ce sont des chiffres 2021 et tous ces pourcentages ont été bien entendu chamboulés depuis une petite année. Pour faire un focus sur la partie consommation dans le bâtiment, ce sont des ordres de grandeur bien entendu, mais c'est important de les avoir en tête. On a un bâtiment collectif sur 2 qui est chauffé au gaz, une maison sur 3 qui est chauffée au gaz et un bâtiment du tertiaire également chauffé au gaz. Bon an, mal an, le gaz couvre à peu près 40% des besoins en chaleur en France. Si on regarde maintenant la production électrique à base de gaz, on a à gauche les sites des différentes centrales à cycle combiné gaz que l'on a en France. Donc, ce sont les grosses centrales nationales qui viennent faire de la production électrique, mais en grosse puissance, on va dire, qui viennent s'ajouter principalement à l'appel de puissance en, on va dire, semi-pointe ou en pointe, tout comme les autres centrales fossiles qui sont le fioul ou le charbon. Et à droite, on a un histogramme qui représente cette consommation de gaz qui est utilisée. Alors en bleu, c'est la moyenne annuelle, donc de 2014 à 2021. Donc on observe que à peu près 40-45 TWh de gaz sont consommés tous les ans pour produire l'électricité. Et en jaune, on a ces mêmes chiffres, mais qui s'arrêtent à septembre, parce que j'avais les chiffres jusqu'à septembre, à l'époque où j'avais fait les slides. Et on observait déjà sur le premier semestre 2022 qu'on consommait déjà 15 à 20% de gaz en plus que les années précédentes pour produire de l'électricité. Le pourquoi, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça fait un petit teasing. Pour rappel, on a ici l'appel de puissance sur une année moyenne en France. Donc l'appel de puissance, toute énergie confondue, que l'on a besoin en production pour ensuite après l'apporter chez les différents consommateurs. Donc ça commence de avril et ça finit tout à droite en mars. Et donc on a l'été qui est sur la partie gauche et c'est là où on a moins besoin de puissance, c'est normal parce que on ne se chauffe pas, ou très peu en tout cas, même si cette part d'appel de puissance en été augmente doucement mais sûrement, puisqu'on a l'usage de la climatisation qui grossit doucement au fur et à mesure et donc qui nécessite d'avoir de l'électricité en plus. Et évidemment, si en hiver, on a besoin de plus de puissance pour se chauffer principalement. On a d'ailleurs un delta de 4 à peu près entre l'appel de puissance en été et en hiver. Et comment on répond à cet appel de puissance? Je vais détailler un petit peu les différentes courbes. Alors attention, bien entendu, on voit ici des courbes, mais il faut prendre en fait ce graphique plutôt comme un histogramme. Il faut prendre en compte, on va dire, la surface de ces courbes. Dit autrement, l'intégrale en fait des courbes. Tout en bas, on va commencer, c'est un bleu clair, turquoise. On a les importations électriques parce que en général, en hiver, on importe toujours un petit peu d'électricité. Ensuite, le talon bleu foncé, ça représente la production nucléaire. Le bleu vert turquoise, c'est tout ce qui est thermique à flamme. Donc c'est là-dedans qu'on retrouve les cycles combinés gaz qui produisent de l'électricité à niveau national. On a en bleu clair l'apport de puissance des énergies renouvelables. En jaune, tout ce qui est bois, réseau de chaleur, énergie de récupération, énergie fatale. La grande part en vert, c'est tout ce qui est la puissance apportée par le gaz. Et ensuite, en gris, tout ce qui est fuel, GPL, charbon et autres énergies qui peuvent être récupérées du secteur industriel. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Plusieurs choses. Déjà, la capacité en puissance en électricité en France, en moyenne, on va dire, elle est à 90 gigawatts. Sauf que, attention, on est à peu près, on va dire, au taquet, on est en limite, parce que bien que on va a priori avoir des nouveaux EPR, ils vont arriver en 2035, voire 2037, tel que l'a annoncé Agnès Pannier-Runacher il y a 2-3 semaines. Donc, ça sera dans une douzaine, quinzaine d'années.
Alors bien entendu, les parcs éoliens offshore sont en train un petit peu de se développer, on aura du photovoltaïque qui va arriver, donc on va un petit peu augmenter cette puissance, mais on va l'augmenter doucement et on n'aura pas beaucoup de marge, on va dire, d'ici 2037, les nouveaux EPR qui vont arriver. Et en gaz, dans un hiver moyen, on a à peu près 125 gigawatts de puissance de disponible. Ce chiffre est important, on va le voir juste après. Alors, on va passer en termes de comment on s'apprivoise, excusez-moi, j'y arrive pas. Comment on arrive à avoir du gaz? Voilà, c'est le problème du live. En France, et comment on le fait, avec quelles infrastructures. Alors, à gauche, on a une carte de la France. On a des petites artères, on les voit en vert et en violet, qui représentent le transport de gaz en France. Ça représente à peu près 40 000 km de transport. Et derrière, on a toute la distribution. C'est un peu plus de 200 000 km de réseau. Pour un ordre de grandeur, le réseau de gaz en France, qui appartient aux collectivités, fait à peu près 6 fois le tour de la Terre. Si jamais on le mettait sur une seule ligne, ça fait pas mal. On a ensuite tout ce qui est terminaux méthaniers. Donc, c'est le gaz liquéfié qui arrive aux 4 ports que l'on a en France, donc Montoire de Bretagne, pas loin de Saint-Nazaire, Dunkerque et pas loin de Marseille, Fos-Tonka et Fons-Cavaou, sachant qu'on a un 5e qui est en construction, qui devrait arriver à peu près un petit peu avant l'été, juin-juillet, au Havre. Donc, qui permettent d'acheminer du gaz liquéfié par bateau. Et on a ensuite 6 points d'interconnexion. Pour le dire un peu crûment, ce sont les gazoducs qui permettent d'amener du gaz par pipeline, en fait, qui arrive à 6 points en France, en Norvège, et qui fait venir du gaz de Norvège, de Belgique, d'Allemagne, Suisse, Italie et d'Espagne. Et ensuite, on a 16 stockages en France qui permettent de stocker à peu près un tiers de la consommation de gaz en France, ou si on regarde que l'hiver, c'est à peu près la moitié de la consommation de gaz en hiver qui est stockée. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 minutes, je vous parlais de la capacité d'un hiver moyen du réseau gaz en termes de puissance qui est apportée. On était à 125 gigawatts. Mais quand on additionne toutes ces capacités possibles que l'on a, on a une soixantaine via les terminaux méthaniers, une centaine à peu près via les gazoducs et une centaine également au point de stockage. Donc ça veut dire que dans un hiver moyen, on appelle à peu près 125 gigawatts, alors qu'on a une capacité d'aller jusqu'à 255 gigawatts. Donc les infrastructures gaz, elles sont là et on peut même utiliser le double de ce qu'on a besoin sur un hiver moyen. Même sur un hiver très 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 froid, en théorie, ça n'arrivera jamais. Hop, maintenant on arrive un petit peu dans le vif du sujet, un peu l'actualité depuis la dernière, et notamment avec la crise russo-ukrainienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous propose de regarder la carte de gauche tout d'abord. Avant la crise russo-ukrainienne, ça reste un résumé, mais c'est à peu près ce qui se passait. On avait du gaz qui venait de Norvège, de Belgique, d'Allemagne et des terminaux méthaniers. Cette flèche représente les 4 terminaux méthaniers. On n'a pas fait une flèche par port, mais c'est pour avoir un petit peu l'image. Et le gaz transitait via les différents réseaux et également on en passait à nos voisins suisses, italiens et en Espagne, parce que la France a cette particularité d'être aussi en partie un pays de transition où tout le gaz on ne consomme pas, mais on est là pour aussi alimenter nos voisins. Est arrivée la crise russo-ukrainienne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Belgique n'était plus en mesure de nous apporter du gaz russe parce que ça passait entre autres par la Belgique. L'Allemagne pouvait toujours nous en fournir, mais moins. Et on a pallié en grande partie par du gaz liquéfié, donc qui venait par les ports. Et concernant l'Espagne, en fonction du moment, des fois on pouvait leur en donner et des fois c'est eux qui nous en apportaient. À savoir, au cas où je précise effectivement que le gaz russe, Gazprom n'a pas arrêté du jour au lendemain sa livraison, ça s'est fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'était progressif. Donc on a vraiment eu une transition, on va dire, dans les flux. Et pour continuer dans cette transition, au bout d'un moment, Gazprom a annoncé, donc c'était fin septembre à peu près, annoncé, a tout simplement arrêté la livraison de gaz, et donc l'Allemagne n'était plus du tout en capacité de nous en fournir. Et donc, on a continué à avoir du gaz par méthanier qui arrivait en plus, et on a dû continuer à exporter à l'Allemagne, jusqu'à un point où même l'Allemagne était en déficit de gaz, et donc au nom de la solidarité européenne, bien entendu, on leur a fourni un petit peu de gaz, et en contrepartie, l'Allemagne nous a fourni de l'électricité. Et ce statut que l'on a est resté à peu près stable, on va dire,
depuis fin octobre. On est dans cette situation-là. Bien entendu, le gaz et l'électricité sont liés, et donc maintenant on va parler un petit peu électricité. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis même le printemps dernier et surtout l'été dernier? On a eu une sécheresse, ce qu'on est en train de vivre déjà là depuis début février, ce qui est dramatique, mais c'est un autre sujet. Et donc cette sécheresse combinée à quelques canicules ont eu un impact fort. Déjà, la plupart des barrages en France n'avaient pas assez d'eau, et donc la production hydraulique était faible et même historiquement faible. Mais cet impact en eau a également touché les centrales nucléaires, puisque si vous ne savez pas, la plupart des centrales nucléaires ont besoin d'eau pour refroidir leur cœur. Donc une certaine partie sont directement côté mer ou océan, donc utilisent l'eau de mer, donc la ressource est disponible, mais celles qui étaient sur les fleuves, des fois, soit on n'avait pas assez de débit, soit on avait une température d'eau trop faible, et donc certaines centrales ont dû tourner au ralenti, voire être mises à l'arrêt. Et à cela s'est ajoutée la problématique dont vous avez probablement entendu parler, de corrosion sous contrainte, de maintenance des réacteurs nucléaires, et tous ces effets ont fait que à peu près la moitié des centrales en France étaient à l'arrêt et ont redémarré au fur et à mesure au cours de l'automne et de l'hiver, mais il en reste encore 6 de mémoire qui ne fonctionnent pas. Et donc, on avait un déficit de production d'électrique en France depuis à peu près cet été. Et donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le gaz en partie, mais en grande partie, qui a pallié à ce besoin, à ce manque d'électricité. Et on a un peu plus de 50% de la production électrique qui a été faite avec pardon, pas la production électrique, mais la production électrique à partir de gaz qui a été faite en plus. Et à cela est venu se rajouter la France a dû, en moyenne, en 2022, importer plus d'électricité qu'elle en a exporté, et ce n'était pas arrivé depuis une quarantaine d'années, si je ne me trompe pas. Comment évoluent les prix dans ce contexte? Alors ici, on a une image des prix spot depuis 2018. Alors attention, on est bien sur des prix spot, ça ne reflète pas le prix après qui est sur la facture d'un consommateur. Mais l'idée de ce slide, c'est vraiment de montrer que on a toujours eu une corrélation, un delta, on va dire, entre 2, 3, voire 4 à peu près, entre prix du gaz et prix des l'électricité. Et ça se voyait avant crise russo-ukrainienne, et depuis la crise russo-ukrainienne, un petit peu avant, pour être un petit peu transparent, ça a commencé cette hausse des prix avec la sortie du 3e confinement et des différents confinements suite au Covid qu'il y avait en Europe et dans le monde entier. Reprise d'activité ont fait que les prix ont augmenté. Et on a eu ce delta qui s'est toujours un petit peu suivi. On a une augmentation du prix du gaz et une augmentation du prix de l'électricité. Je n'en rentre pas dans le détail parce que Jean-Sébastien le fera très bien juste après. Et je te passe la main d'ailleurs. Ok. Ok, donc effectivement, moi j'ai la lourde tâche, entre guillemets, de vous parler des perspectives d'évolution des prix. Effectivement, Pierre-Maël l'a bien expliqué, on sort d'une crise énergétique sans précédent, avec une année 2022 qui est, on va dire de l'histoire du marché du gaz et de l'électricité, sans doute la plus chahutée. Avant de voir les perspectives, on va revenir justement sur cette année 2022 en termes de prix. Donc là, je vais vous présenter des courbes de prix de l'électricité. C'est les prix à terme. C'est des prix à terme. Donc c'est le sous-jacent véritablement de vos contrats d'électricité pour les entreprises. Donc vous avez tous entendu, je sais pas, peut-être que vous avez été soumis à ça, ceux qui ont dû négocier en 2022 ont connu une hausse très forte de leur prix. Voilà, donc si on refait une analyse, maintenant on commence à avoir un peu de recul sur 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai pas la main pour passer, voilà. Donc merci. Non, pas encore. Hop. Alors, réessaye là, Jean-Sébastien, pardon. Hop. Non. Bon, je vais te le passer, mais normalement, ça devrait marcher. Tu veux que j'avance encore un peu là? Ouais. C'est bon, là, tu l'as? Voilà, donc on a commencé l'année, comme Pierre-Maël l'a expliqué, avec une crise qui avait commencé énergétique, qui avait commencé à la moitié de l'année 2021. Là-dessus est arrivé le conflit russo-ukrainien. Les prix montent, mais
on pensait avoir tout vu, arrive la deuxième étape de l'année. Ah, je n'ai toujours pas la main. Hop. Voilà. On arrive à la deuxième période de l'année avec un pic des prix. Un prix des prix phénoménal. Alors, avant de commencer sur ce pic des prix, les courbes que vous avez, c'est les prix à terme. Donc, la courbe bleue, c'est le prix à terme pour l'année 2023, en rouge pour l'année 2024, en jaune pour l'année 2025 et en noir pour l'année 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? On a atteint des records jamais atteints, avec notamment en électricité des prix sur une année qui ont dépassé, qui ont atteint les 1130 € du mégawattheure. Donc, on n'avait jamais vu ça, sachant que le niveau, pendant, on va dire, 15 ans, le prix de l'électricité était resté entre 50 et 70 € du mégawattheure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bien sûr, la crise russo-ukrainienne, mais on a véritablement eu peur de la pénurie. Et notamment fin août, où fin août, il y a deux choses qui vont causer ce pic de prix. C'est d'une part Gazprom qui annonce qu'ils vont couper Nord Stream 1, donc le principal gazoduc de gaz en provenance de Russie. Bon, c'est celui qui a été saboté un mois plus tard, mais il n'empêche qu'à ce moment-là, ils disent qu'ils vont peut-être pas le rouvrir après une opération de maintenance. Et puis, des mauvaises nouvelles concernant le parc nucléaire d'EDF, où à un moment, le marché s'aperçoit que EDF ne tient pas les plannings de réouverture des centrales prévues et au contraire même dégrade ses prévisions. Et donc là, sans doute un peu de spéculation aussi, un emballement complet lié à cette peur de la pénurie. Est-ce que l'hiver passera l'Europe passera l'hiver énergétique? Et puis, troisième étape, et je veux bien le suivant, eh ben non, en fait, ça passe. Qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année? Déjà, on a commencé par un hiver doux, enfin un début d'hiver doux en tout cas, une baisse assez sensible de la consommation d'électricité et de gaz en Europe. Alors, est-ce que c'est une baisse contrainte, subie, liée aux politiques de sobriété? Quoi qu'il en soit, il y a une baisse de consommation, notamment en gaz en Europe, qui est très significative. Et puis on s'aperçoit qu'on aura les stocks de gaz pour passer l'hiver. Et depuis, les prix, et vous voyez, ont bien baissé, mais vous verrez, on reviendra ensuite, que ça reste quand même à des niveaux qui sont 3 fois supérieurs au prix qu'on connaissait, on va dire, avant la mi-2021. Alors, on va commencer où on est aujourd'hui. Alors déjà, si on commence par le gaz naturel, les états de stock du gaz. Vous savez que le gaz, on doit le stocker, on remplit des stockages souterrains en été pour pouvoir s'en servir pendant la saison de chauffe. Le graphe que vous avez sous les yeux, c'est le remplissement des stockages, mais cette fois-ci au niveau européen, hein, parce qu'on est bien sûr des marchés qui sont interconnectés en Europe. Les pointillés, c'est la moyenne entre 2015 et 2021. Et le trait rose clair, c'est 2021. On sait 2022 et on commence à voir le 2023. Vous voyez que les stocks au niveau européen de gaz sont au plus haut. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que pendant toute la première partie de l'année, on s'est dit comment passera-t-on cet hiver? Alors, c'est vrai que Pierre-Maël l'a bien expliqué. En France, la consommation de gaz, c'est entre guillemets que 17%. Le gaz russe, c'est que 17% des besoins de gaz, mais ce n'était pas le cas des autres pays, avec notamment au niveau européen, c'est 40% du gaz consommé en Europe qui venait de Russie. Alors, comment on a fait? Ça a été expliqué par Pierre-Maël, et je veux bien le slide suivant, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours pareil, hein, les mêmes graphes, mais cette fois-ci, le graphe de gauche, c'est les imports de gaz russe, où on voit qu'au fur et
au fur et à mesure de l'année 2022, les imports de gaz russe ont sensiblement baissé. Bien sûr du fait de Gazprom, du fait de la coupure puis du sabotage de Nord Stream 1, qui est le plus gros gazoduc. Voilà, vous pouvez aussi constater que même encore maintenant, il y a encore du gaz qui vient de Russie, qui vient notamment, et ça peut paraître surprenant, qui passe soit par la Turquie, alors un peu moins depuis le tremblement de terre, mais encore par l'Ukraine, alors que le pays est en guerre. Par contre, on a remplacé ce gaz russe pour simplifier, principalement par des imports de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, qui ont donc concrètement, c'est du gaz qu'on met dans des qu'on liquéfie pour le transporter, qu'on met dans des bateaux et qui arrive en Europe sous forme liquide et qui est ensuite regasifié. Et on voit en fait que les importations de GNL ont considérablement augmenté. Alors, maintenant, dans les perspectives, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Déjà, on peut dire bravo, l'Europe a su s'adapter dans un contexte très complexe. On a su remplacer le gaz russe. Voilà, les stocks sont pleins, etc. Bravo. Ceci étant, ça a un impact dans le prix. Je veux bien le slide suivant. On peut dire maintenant, on ne sait pas comment durera le conflit en Ukraine, mais on est passé on peut dire au-delà d'une crise qu'on est passé dans un nouveau monde. Auparavant, on bénéficiait du gaz russe qui était pas trop cher. Au fond, les Russes étaient un peu obligés de nous l'envoyer. Le gaz par pipeline, les coûts d'acheminement sont quand même bien plus hauts, bien moins hauts, pardon. Et donc, on a dû remplacer ce gaz russe par du gaz naturel liquéfié, donc du GNL, qui est structurellement plus cher, tout simplement parce qu'il y a les coûts de transport sont plus hauts, mais surtout c'est un gaz qui est davantage soumis à la concurrence internationale. Le GNL, c'est un marché mondial où les Asiatiques, certains pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, veulent avoir du gaz pour se chauffer. Et on voit que les imports ont considérablement augmenté, notamment les imports américains, hein, qui sont ceux qui ont le plus augmenté leurs exportations. Et donc, on est passé d'un monde où on avait du gaz russe, entre guillemets, pas trop cher, à un gaz qui est soumis à la concurrence internationale. Ça, ce que ça posera, bien sûr, c'est si la concurrence est intense, les prix monteront. Si en revanche, ce n'est pas le cas, les prix pourront rester pas trop hauts. Ceci étant, on peut dire qu'on est passé dans un nouveau monde avec des prix qui seront sans doute durablement plus haut que ce qu'on connaissait avant la crise. Si on fait un focus sur l'électricité, il y a plein de choses à dire. Pierre Maher en a parlé, les problèmes de stock d'eau, des stocks d'eau, de la sécheresse, etc. Moi, je dirais qu'il y a un seul indicateur à regarder en France. C'est la disponibilité du parc nucléaire. Il n'y en a pas d'autre. Si on en choisir un, c'est celui-là. Vous voyez, ça a été évoqué tout à l'heure, en 2022, au plus mauvais moment, la production nucléaire d'EDF a été de 278 TWh, quand auparavant, c'était en moyenne, ça dépend des années, mais aux alentours de 400 TWh. Donc, on a perdu plus d'un quart de la production nucléaire au pire moment. Et donc, ça a eu un impact massif sur les prix. Il n'y aurait pas eu cette crise du nucléaire concomitante à la crise du gaz russe. Je ne suis pas sûr qu'on parlerait vraiment de crise énergétique. Voilà. Donc, en tout cas en France. Donc, la vraie question pour l'avenir, c'est quelle va être la disponibilité du nucléaire français dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est les chiffres qui commencent à dater un peu d'EDF, qui prévoit une hausse en 2023 de 300 à 330, une production entre 300 et 330, en 2024 entre 315 et 345. C'est sûr que c'est l'objectif numéro 1 du premier patron d'EDF, du nouveau patron d'EDF, c'est monter ça. Ça sera une vraie question, même on peut parler d'importance nationale. Est-ce qu'on arrive à faire fonctionner davantage nos centrales dans les années qui viennent? Et ça aura un impact majeur sur le prix de l'électricité. Ce n'est pas le seul impact, voilà, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de près. Alors, donc, je veux bien le slide suivant. Merci Gaël.
Alors en perspective sur le gaz, il y a eu une crise bien sûr, mais on peut penser aujourd'hui qu'on rentre dans un nouveau monde, où on a remplacé, en tout cas pour quelques années, le gaz russe par du GNL qui est plus cher et soumis à la concurrence internationale. Les vraies questions qu'on aura pour la suite, c'est est-ce que la sobriété qu'on a connue cette année, et notamment avec une baisse de la consommation gazière en Europe qui est équivalent à la consommation française. Donc on a baissé notre consommation de plus de 400 téra, hein, ce qui est considérable. Est-ce que ça, c'est une sobriété, on va dire, contrainte? Probablement un petit peu, mais est-ce que c'est le début d'un mouvement ou pas? On verra, c'est encore un peu tôt pour le dire. Et puis, quel va être aussi l'impact de l'électrification, qui est un des moyens de décarbonation. Donc ça, il faudra voir pour la suite. En tout cas, sur le gaz, on voit mal comment on pourrait revenir à des niveaux qu'on connaissait au moment du Covid, enfin au moment où c'était le plus bas, à 12 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 50. Voilà, donc on peut dire qu'on est passé sur un nouveau monde. En électricité, il y aura bien sûr l'impact du prix gaz, hein. Pierre-Maël l'a expliqué, on produit du gaz à partir de l'électricité. La disponibilité du nucléaire, j'y reviens pas. Et puis, il ne faut pas croire que la sobriété, on va baisser nos besoins en électricité parce que justement, la transition énergétique nécessite une électrification de certains usages. Ce n'est pas la seule solution, mais c'en est une. Et du coup, on peut penser que les besoins, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est RTE, les besoins de consommation en électricité dans les années à venir vont augmenter. De ça, il faut ajouter le coût de la transition énergétique. La transition énergétique, ça coûte cher. Vous en payez déjà un petit peu on en paye chacun un peu dans notre facture. Et ça devrait, au fond, s'intensifier. Donc voilà pour les perspectives et quelques idées générales pour les années à venir. Je reviendrai un peu plus en détail sur les perspectives à court terme. Je te redonne la main, Pierre-Maël. Merci. On va arriver dans la deuxième partie de ce webinaire où on va parler un petit peu des briques constitutives de l'énergie et un petit peu, comme l'a dit Jean-Sébastien, le prix, on va dire, un peu plus récent. Alors, je veux bien le slide d'après. Réessaye, normalement, tu dois avoir la main, Pierre-Maël. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, on a deux petites images qui se ressemblent fortement. En haut, on a le prix du gaz, enfin comment est construit le prix du gaz, et en bas l'électricité, et on peut faire un vrai parallèle entre ces deux énergies parce que c'est très proche. Quasiment tout ce qu'on a évoqué auparavant avec Jean-Sébastien concernait en fait tout ce qui était vraiment l'énergie brute, donc la molécule pour le gaz, et l'électron, si on peut faire l'analogie pour l'électricité. Mais dans un prix, au final, que paye un client, un consommateur, il y a d'autres briques, notamment tout ce qui est lié au transport, à la distribution, au stockage pour le gaz et à l'équilibrage pour l'électricité. À cela s'ajoute, bien entendu, tout ce qui est la commercialisation du fournisseur, parce que derrière, il a des services, il a de la communication, il a des frais, et donc, bien sûr, il y a aussi sa marge, mais tout ça, ça rentre dans une partie du prix. Et on a ensuite, bien sûr, tout ce qui est fiscalité, avec des taxes, des contributions, et il faut bien prendre en compte tous ces éléments pour construire un prix. Quant à la répartition de ces différents points, Jean-Sébastien nous en parle juste maintenant. Voilà, donc la décomposition du prix. Alors un peu plus schématiquement que ce qu'a présenté Pierre-Maël, dans votre facture, qu'est-ce que vous payez? Il y a trois grandes parties, et ça c'est vrai en gaz comme en électricité. D'une part, la plus grosse partie qui représente aujourd'hui, alors avant c'était moins, avant c'était l'ordre de 60%, hein, ça dépend du type de site. Maintenant c'est à peu près 85%, c'est le coût de l'énergie, bien sûr, le coût de l'électron ou de la molécule, 80% à peu près en gaz. Encore une fois, c'est des moyennes, hein, ces chiffres, ça dépend, est-ce que c'est un petit site, un gros site, votre type de consommation, mais ça fixe les idées. La deuxième partie, c'est l'acheminement. Donc comment, c'est pour payer les infrastructures pour acheminer l'électricité ou le gaz jusqu'à votre site de consommation. Et enfin, les taxes. Dans les taxes, là, je n'ai pas mis la TVA, hein, qui, pour la plupart des entreprises, est récupérable, mais bien les taxes sur l'énergie.
on voit, et vous avez les chiffres en petit, comment c'était auparavant, avant la crise. On voit que donc, ce qui pèse aujourd'hui le plus lourd, c'est bien sûr l'électron et la molécule. J'y reviendrai aussi. On voit du coup, ça a baissé la part respective de l'acheminement et des taxes. Alors l'acheminement est resté stable pendant cette période. Il n'y a pas eu de changement. Il y a des petites hausses comme chaque année, c'est normal. Les gestionnaires de réseau ont des nouvelles contraintes, etc. Mais ça a été des hausses extrêmement contenues. Ce qu'on peut noter aussi, c'est la baisse des taxes en électricité. Pourquoi? Parce qu'avec la crise, pour faire face à la crise, le gouvernement a décidé de baisser massivement la principale taxe sur l'électricité, qui est la CSPE. Alors, face à ces grandes briques, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'électron et la molécule, donc la brique énergie? C'est bien sûr une mise en concurrence, c'est essayer d'obtenir le meilleur prix, sachant que sur les autres, quel que soit le fournisseur, vous paierez la même chose. Sur l'acheminement, on peut l'optimiser. Ce n'est pas aujourd'hui le sujet de l'optimisation, mais sachez que notamment en électricité, on peut optimiser ses puissances souscrites, on peut choisir mieux sa formule d'acheminement pour payer moins cher. Il faut faire des études d'optimisation, mais souvent ça vaut le coup. Et on constate encore aujourd'hui pas mal de sites, en électricité notamment, qui ne sont pas optimisés. C'est un peu moins vrai en gaz. Et puis, pareil, sur les taxes, pour certaines, alors même si il y a une baisse là pour 2023 et 2024, mais sinon, en temps normal, il y a des possibilités d'optimisation des taxes et notamment obtenir des taux réduits. Alors, si on passe au slide suivant, et donc je fais un focus sur les grosses briques, l'électron et la molécule. En gaz, de quoi dépend votre prix? Votre prix, il dépend du profil de consommation et notamment entre l'hiver et l'été. Il n'y a pas de notion de prix horaire en gaz. Donc, on va prendre votre consommation mois par mois et sur lequel on va appliquer les prix du marché de gros. Donc, c'est ce que font le travail des fournisseurs, c'est prendre votre consommation mensuelle, prendre les prix qui voient du marché de gros prévus pour les années du contrat et construisent un prix là-dessus. Ce qui est important en gaz, c'est plus vous consommez en hiver, plus a priori votre prix sera cher. En revanche, si vous avez une consommation, on va dire contre-cyclique, par exemple vous faites du séchage de céréales, etc., plutôt en été, vous paierez moins cher que quelqu'un qui consomme uniquement pour le chauffage en hiver. En électricité, c'est un peu plus complexe puisque l'électricité ne se stockant pas, il y a véritablement un prix au pas horaire. Il existe un prix heure par heure pour l'électricité. Et bien sûr, vous n'avez pas, quand on vous remet une offre, heureusement, un prix avec 8760 prix différents pour l'année suivante. Mais malgré tout, quand un fournisseur fera une cotation pour votre profil de consommation, il va prendre la courbe de charge, ou en tout cas des grandes masses, et il va regarder vos consommations en heure pleine, en heure creuse, l'hiver, l'été. Et donc, on prend en compte cette consommation au pas horaire, sur lequel on applique également les prix du marché de gros de l'électricité. Voilà. Alors, un point qui complique un peu la chose, mais qui est une bonne nouvelle en électricité, c'est que justement en France, avec le dispositif de l'Arenh, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, les consommateurs bénéficient sur une part de leur consommation, on va dire, d'électricité nucléaire à prix de production historique, donc 42 € du mégawattheure. Donc, ça dépend de vous avez chacun un droit Arenh qui dépend de vos consommations à certaines heures de l'année. Je ne rentre pas dans le détail, c'est relativement complexe. Ceci étant, on peut dire en moyenne que chaque consommateur français, en tout cas chaque consommateur entreprise français, bénéficie, et encore une fois c'est une moyenne, de 50% du prix à 42 € de votre prix électron qu'on voyait en rouge dans le slide précédent.
Et ça, au fond, au-delà des aides qui ont été mises en place par le gouvernement, c'est la principale chose qui a permis de réduire les prix cette année et de limiter l'envolée qui aurait été encore plus grande l'année dernière. Donc voilà comment se construisent. Donc retenez les prix de l'énergie, retenez que le principal driver reste malgré tout les prix du marché de gros. Donc le marché de gros, c'est quoi? C'est une bourse de l'électricité qui existe. Alors le principal indice, on le retrouve sur la plateforme EEX. Et je veux bien le slide suivant, Gaël. Alors, si on prend le gaz, alors vous voyez, donc là, c'est depuis un an. La courbe bleue, c'est le prix du gaz à terme, donc le sous-jacent pour les contrats en 2023. En vert, c'est pour 2024 et en jaune, c'est pour 2025. Vous voyez qu'on est redescendu à des niveaux du début de l'année 2021. Attention, on reste quand même 2,5 fois supérieur au prix d'avant-crise. Je ne parle même pas des prix pendant le Covid qui étaient très bas, on est descendu jusqu'à 12 €, mais aujourd'hui on reste à des prix à 50 € du mégawattheure. Donc c'est assez sensible, mais sachez que fin août, on est monté jusqu'à 300. Alors, est-ce que ça peut encore baisser? Certains analystes disent que, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, et notamment le fait qu'on est maintenant dépendant du GNL plus que du gaz russe, le potentiel de baisse est assez faible. L'avenir le dira. Voilà, mais en tout cas, c'est cet indice qui va conditionner vos prix du gaz pour l'année prochaine. Sur l'électricité, Gaël, je veux bien le slide suivant. Merci. Pareil, donc on est monté jusqu'à 1130 € au mois d'août. Aujourd'hui, on est à 170 € à peu près, hein, le prix pour 2024, du calendar 2024, comme on l'appelle, donc c'est la courbe rouge. On est à des niveaux un peu supérieurs à ceux du début de l'année 2022. C'est des niveaux qui sont… Alors, on peut se dire, bah oui, c'est bien, les prix sont bas. Maintenant, cette courbe est un peu trompeuse parce que si j'avais mis une courbe sur 5 ans, 10 ans, on voit que par rapport au niveau historique dans lequel on a évolué, on va dire, pendant 10 ans, on est 2,5 fois à 3 fois au-dessus. Voilà, donc on est encore sur des niveaux hauts. Et ça, bien sûr, on peut se dire qu'on est rentré peut-être… Est-ce qu'on est rentré durablement dans le prix d'une énergie plus chère? C'est encore difficile à dire. Toujours pour vous donner des perspectives, aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, on voit mal comment on pourrait revenir au prix d'avant. Il y a également on a encore la crainte qu'on est quand même dans un conflit géopolitique majeur, et s'il devait avoir à nouveau des infrastructures mises à mal, ça pourrait repartir à la hausse. On constate tout de même que les prix sont stables depuis maintenant à peu près 1 mois et demi, et c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Alors, l'impact payé par les prix payés par les entreprises, si vous avez négocié vos contrats l'année dernière, vous le savez bien, on a connu une hausse majeure. Nous, je vous ai mis l'Opéra Index, là, nous, on suit de façon moyenne l'évolution du prix pour les entreprises en gaz et en électricité. Donc, ça reste à l'inconvénient d'une moyenne, hein. On fait des moyennes pondérées entre les TPE, les ETI, les grandes entreprises, etc. C'est à l'inconvénient d'une moyenne. Sans doute que certains qui ont dû négocier en 2022 pourraient me dire, nous, ça a été plus cher que ça, ou d'autres moins cher. Donc, c'est une moyenne. On voit quand même la facture pour les entreprises, hein, depuis 3 ans, une hausse en gaz de 288%, et en électricité, entre guillemets, que 160%, c'est colossal bien sûr, et ça c'est principalement dû à l'ARENH qui est venu quand même limiter cette hausse pour les consommateurs, entreprises et collectivités.
Voilà, moi, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que ça vous a éclairé sur les dynamiques de prix du gaz et de l'électricité. Merci à vous. Je suis disponible pour Merci les questions par la Jean-Sébastien. suite. Oh, voilà, merci Jean-Sébastien, merci Pierre-Maël. Donc Mélissa va reprendre la suite, mais effectivement, on va ouvrir le temps de questions-réponses. Donc il y a quelques remarques sur le chat, mais pas de questions formées en tant que telles. Donc si vous voulez prendre la parole, si l'auditoire, un participant veut prendre la parole, c'est le moment. Alors moi, j'ai peut-être une première question du coup pour donner des idées aux intervenants. Jean-Sébastien, tu nous montrais sur ton dernier slide donc une inclinaison des prix assez récente. Donc là, on est en prix plutôt de marché. Entre le moment où le marché commence à baisser et l'impact sur les factures que payent les entreprises, c'est très direct ou comment ça se passe ou ça dépend évidemment des contrats? Alors, oui, ça dépend du contrat. Alors déjà, en général, on signe, la plupart des entreprises, c'est pas le cas de toutes, hein, mais ont des prix fixes. Donc, ce qui va compter, c'est le prix au moment où on négocie le contrat, hein. Alors, il y a des exceptions, il y a des prix indexés qui varient chaque mois, mais quand même, on va dire, beaucoup de PME françaises ont des prix fixes et ça va dépendre du moment où on tope le contrat. Donc, effectivement, si vous topez un contrat aujourd'hui, c'est mieux que si vous l'avez topé, entre guillemets, au mois de septembre. Donc, c'est très important, effectivement, le moment, et là, c'est immédiat. C'est-à-dire que si les prix baissent la semaine prochaine, vous aurez entre un contrat signé aujourd'hui sur 3 ans et un contrat signé la semaine prochaine sur 3 ans, le contrat de la semaine prochaine sera moins cher. Et c'est ça qui a surpris aussi beaucoup de consommateurs, petites entreprises dans la crise, c'est qu'en fait, les fournisseurs, pour essayer d'avoir les prix les plus bas et pas prendre de risques, font varier leur prix chaque jour en fonction de la bourse. Voilà, donc le prix de marché à la date de signature est fondamental. Alors, il y a une autre question qui viendra peut-être compléter. La question, c'est pour une renégociation électricité, faut-il, donc au vu du contexte, négocier sur 1 an ou sur 3 ans? Alors, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise. Je dirais qu'aujourd'hui, alors déjà une chose technique, on voit que les prix, et la courbe, on est sur un marché, désolé d'utiliser ce terme, en backwardation, c'est-à-dire que les prix à terme, le slide avant, merci, sont plus bas. Le prix pour 2025 est plus bas que pour 2024 et le prix pour 2026 est plus bas que celui pour 2025. Donc, on peut se dire, on a des prix, on peut lisser des prix et avoir des prix plus bas si on signe plus long. Aujourd'hui, la vraie question à ça, c'est se dire, c'est un peu de se poser la question, les prix restent hauts, donc ça tendrait plutôt à dire, ben, je signe qu'un an. Voilà, malgré tout, est-ce que maintenant c'est le prix du nouveau paradigme électricité et qu'au fond, il faut mieux se prémunir maintenant d'une hausse éventuelle si en cas de dégradation du conflit géopolitique. Ça dépend un peu de ça, ce choix-là. Après, ça dépend un peu du risque que vous voulez avoir. L'avantage quand vous fixez un prix, c'est au moins un prix maximum. Si vous pensez que les prix vont baisser, bah, il faut signer qu'un an. Si en revanche, vous pensez qu'ils vont monter, il faut signer 3 ans. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à couper la poire en deux, mais ça dépend vraiment des cas. Et donc, couper la poire en deux et dire 2 ans. D'accord. Il y a une question sur l'AREN, pardon, l'AREN et le prix fixe. Donc, une entreprise qui a le choix entre 2 contrats, un contrat AREN et un contrat prix fixe. Y a-t-il un risque qu'avec l'écrêtement, le prix AREN devienne supérieur au prix fixe? Oui, c'est le problème des offres AREN qui sont toujours plus compétitifs normalement, hein, et donc le prix, on va dire contrat, est plus compétitif. En revanche,
il y a toujours le risque de l'écrêtement. L'écrêtement, c'est quoi? C'est que tout le monde fait des commandes d'arène et puis s'il n'y en a pas assez, et ben, chacun est écrété, donc on donne un peu de l'arène à un peu moins à chacun. Normalement, là, je vous ai parlé d'un taux de 50%, c'est parce que j'avais pris d'arène, j'avais pris en compte l'écrêtement. Normalement, pour on va dire un industriel, c'est souvent entre 70 et 80% d'arène. Donc oui, ce risque existe. Et ce risque, il est malheureusement pas toujours facile à anticiper. Pourquoi? Parce que ça va dépendre déjà du niveau d'écrêtement, de combien on enlève, on fait diminuer le droit à Rennes, et puis il va dépendre du prix de remplacement. Et ça, ce prix de remplacement, il est déterminé pour l'année suivante au mois de décembre. Et donc, du coup, on ne sait pas à l'avance si à un moment, au mois de décembre, les prix sont très hauts, il y a un risque. Donc, oui, ce risque existe. Ceci étant, faites-vous expliquer la nature de ce risque. Malgré tout, une offre qui contient de l'arène est vraiment plus compétitive. Et donc, nous, dans beaucoup de cas, on conseille de signer une offre à Rennes, même si on explique bien qu'il y a des risques. Voilà. Mais souvent, ça permet quand même de payer son électricité moins cher. Merci. Alors, une autre question sur la rupture de contrat. Est-il possible donc de casser un contrat? Donc, une entreprise qui a signé un contrat en octobre 2022, donc je suppose à un tarif assez élevé. Voilà, est-ce qu'elle pourrait faire une rupture de contrat? Alors, on peut toujours rompre un contrat, mais en général, quand on a un contrat à durée déterminée avec un prix fixe, hein, j'imagine que c'est le cas, parce que, au vu de la question. Oui, on peut rompre le contrat, mais le fournisseur facturera probablement des indemnités très substantielles. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le fournisseur lui-même a acheté l'énergie pour son client. Et donc, si le client casse le contrat, il devra revendre cette énergie, de l'énergie qu'il a achetée très cher au mois d'octobre, il devra la revendre moins cher maintenant. Donc voilà, c'est possible. Voilà, il faut bien regarder les clauses de contrat. En général, les clauses chez la plupart des fournisseurs sont ainsi faites que l'intérêt est limité. Mais ça, il faut vraiment regarder son contrat en détail. Donc, en général, nous, on ne le conseille pas trop parce que souvent, les pénalités sont plus fortes, enfin, en tout cas, nuisent à l'intérêt de l'opération. Alors, une question sur des nouvelles offres d'électricité. Donc, c'est une entreprise qui actuellement a des propositions d'offres lissées sur laquelle elle peut acheter au fur et à mesure des pourcentages d'électricité. Que pensez-vous de ce nouveau type d'offre? Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement des offres, alors selon les terminologies des fournisseurs, clic ou top, hein. Donc, en fait, ça reste du prix fixe, mais au lieu de le déterminer en une seule fois, hein, et donc on peut se tromper, enfin, on peut choisir au mauvais moment quand les prix sont hauts, etc. Là, on va le faire en plusieurs fois. Donc, vous avez par exemple un gigawattheure à acheter pour l'année prochaine, c'est votre consommation annuelle. Vous allez cliquer 25% aujourd'hui, 25% dans 2 mois, 25% dans 3 mois et 25% en décembre. L'avantage de ce type d'offre, c'est que ça permet de lisser le risque. Si le marché est haussier, il aurait mieux fallu que vous cliquiez 100% au début. Hein. Ça ne permet pas toujours d'avoir des meilleurs prix, mais en tout cas, au moins, ça permet de diviser le risque. Donc, en soi, c'est plutôt, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, hein, si on parle concrètement. Donc, c'est plutôt ça. Après, attention, ce qu'on voit aussi, c'est que, et nous, il faut aussi du coup s'en occuper plus. Ça veut dire qu'il faut être actif. Se dire, OK, j'ai signé maintenant un contrat avec une formule et je vais pouvoir cliquer, topper 4 fois. Donc, il faut suivre les marchés. C'est pas toujours facile pour certaines entreprises de le faire. Et nous, on a vu malheureusement des cas, alors pas forcément chez les clients qu'on suivait, mais des gens qui à l'arrivée se retrouvent le 15 décembre jusqu'avant avant la fin de l'année, et en fait qui cliquent l'intégralité. Et donc là, ça c'est le pire à faire. Voilà, j'ajoute là-dessus que ces offres, elles sont pas ouvertes
à tous les consommateurs, entreprises, ça commence à partir d'un certain nombre de gigawattheures. Alors, ça dépend des fournisseurs. En général, c'est pour les entreprises qui consomment, pour la plupart des fournisseurs, il y a des exceptions où ils descendent plus bas, aux alentours de 5 gigawattheures par an. En deçà, on trouve moins ce type d'offre. Voilà, donc vous avez compris, ça peut avoir un intérêt pour lisser les risques. Par contre, c'est une gestion qui est plus lourde. Merci. Alors, on va juste prendre une dernière question pour pouvoir tenir le timing. Pouvez-vous expliquer pourquoi les fournisseurs d'électricité peuvent rompre les contrats bloqués à tout moment? Alors, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Il y a des contrats. Alors, je sais pas la personne qui a posé cette question à quoi faire référence. On peut pas normalement un contrat à prix bloqué. Ce qui s'est peut-être passé, il faudrait voir contrat par contrat ce qui s'est passé. Il peut avoir justement lié à l'écrêtement à Rennes. Hein, donc ça, c'est prévu dans le contrat qu'on ait le droit que le fournisseur a le droit de majorer le prix parce qu'il y a moins d'arènes que prévu. En revanche, dans un contrat à prix fixe, le fournisseur ne peut pas monter le prix. Après, il y a pas mal de contrats sur le marché qui prévoient et notamment c'est le cas de pas mal d'offres CER d'EDF qui prévoient une réévaluation du prix tous les 6 mois. Et donc, dans ce cas-là, on a le droit, entre guillemets, mais le corollaire de ça, c'est qu'on a le droit d'en sortir aussi, sans pénalité. Alors, ce qui est peut-être possible, il est arrivé malheureusement que certains fournisseurs ont fait faillite ou n'ont pas pu répondre à leurs obligations. Et peut-être dans ce cas-là, il y a eu rupture de contrat et il y a eu le fournisseur de secours qui a été mis en place. Peut-être que c'est ça. Alors. Oui, alors effectivement, si un fournisseur qui fait faillite ou voilà, effectivement, dans ce cas-là, il faut le remplacer et parfois il est remplacé au mauvais moment quand les prix sont bons. Mais en tout cas, un prix fixe, c'est un prix fixe et il doit être respecté. Merci. Alors, je prends la main pour la suite. Oui, normalement, tu as la main concernant juste les questions. J'avais juste à ajouter que si les intervenants ont des questions, évidemment, vous pourrez les soumettre dans l'enquête qui va vous être communiquée juste après la fin du webinaire. Et nous passons les questions, effectivement, et nous y répondrons. Normalement, Mélissa, tu as la main sur les slides. Dis-moi sûrement. J'ai pas l'impression. Ah, si tu cliques sur le… Non, bon, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Bon. Simplement, juste pour préciser, il y avait des questions sur les aides financières, donc on vous en parlera juste après, les aides financières à l'achat d'énergie. Donc voilà, on voulait vous présenter le planning des webinaires à venir. Donc le prochain, donc toujours sur le thème en fait des marchés de l'énergie. Le prochain sera le 16 mai et on voulait donc vous proposer plusieurs thèmes et avoir votre avis sur ces différents thèmes. Donc, on voulait vous proposer soit de mieux comprendre le mécanisme de l'Arenh, soit de savoir négocier son contrat, ou les contrats verts, enfin voilà, vous présenter un petit peu les possibilités d'énergie verte dans vos contrats. Ou si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez les indiquer dans le chat. Alors, je vais lancer un sondage pour que voilà, vous puissiez nous donner vos préférences de thèmes. Je vous laisse voter. Alors, j'ai 54% qui ont voté. Donc, pour l'instant, il y a une majorité de votes sur savoir négocier son contrat. Allez, je laisse encore quelques secondes et je clôture. Allez, ça ne bouge plus. Donc, je clôture. Donc, on va analyser vos réponses et vous proposer donc, un thème pour ce prochain webinaire du 16 mai. Donc ensuite, concernant les aides financières, donc il y avait quelques questions tout à l'heure
voilà, que je n'ai pas cité. Si vous avez des questions sur tous les dispositifs d'aide financière à l'achat d'énergie, donc le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité, le prix garanti, le guichet gaz et électricité, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez contacter donc un numéro vert qui a été mis en place par CCI France, qui vous donnera donc déjà un premier niveau d'information. Vous pouvez envoyer un email à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Vous avez une boîte dédiée à la crise énergétique. Ou vous pouvez contacter Opéra Énergie et donc directement Monsieur de Gouve à son adresse mail, voilà, pour mieux connaître ces dispositifs. Ouais. Ensuite, alors pour aller un petit peu plus loin, je vais passer assez rapidement, mais voilà ce que vous proposent les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir mettre en place des actions d'efficacité et de sobriété énergétique. Donc, on vous propose des prestations de visite énergie. Donc, l'objectif, c'est de faire un point sur vos consommations d'énergie et de les réduire. La visite mobilité, donc plus axée voilà, sur la flotte de véhicules et les différents déplacements des collaborateurs. Le diagnostic écoflux, alors dans lequel on va regarder vos consommations d'énergie, mais également vos consommations d'eau, les déchets que vous allez produire et toute la partie approvisionnement, achat de matières premières. Et enfin, le prédiagnostic économie circulaire qui est un peu plus large, où on va parler par exemple d'éco-conception, d'économie de la fonctionnalité, etc. Donc, ce sont tous des dispositifs financés par l'ADEME et vos CCI, donc, qui sont gratuits. Et enfin, je termine par une enquête. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat, puisque je pense que vous ne pouvez pas cliquer directement sur le support. Donc, c'est une enquête que fait la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne pour savoir où vous en êtes par rapport à cette crise énergétique. Est-ce que cette crise vous impacte? À quel niveau elle vous impacte? Quelles sont les actions que vous avez mises en place ou que vous souhaiteriez mettre en place? Voilà, donc on vous invite à remplir cette enquête. Je pense qu'on vous l'enverra aussi par mail, peut-être avec le lien du replay, pour que vous puissiez prendre le temps de la compléter. Il faut 5 minutes, hein, il y a 7 questions. Donc voilà, c'est important pour nous, puisqu'ensuite on fait remonter toutes vos réponses au service de l'État. Voilà, on vous a remis le numéro vert de la cellule crise, aide énergie. Voilà, si vous avez des questions sur notamment les dispositifs d'aide financière. Voilà, merci à tous, merci à tous les participants, à tous les intervenants, donc Opéra Énergie et GRDF. Merci Mélissa. Voilà, on vous envoie donc les documents support par mail, enfin en tout cas le lien vers le replay du webinaire, et on vous retrouve le 16 mai pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.